Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. Montréal sous la fumée, toujours la qualité de l'air s'améliore, mais petit à petit. Il se passe encore plein de choses dans l'actualité. C'est assez étonnant. Phil, il y a des employés de l'Agence du revenu du Canada qui sont sous enquête. Oui, effectivement, on apprenait ce week-end, selon l'agence QMI, que 600 employés de l'Agence de revenu du Canada auraient touché de la PCU. Il faut quand même le faire. Ça, c'est des gens qui travaillaient parce qu'on s'entend que ces gens-là n'ont pas du tout été... C'est quoi la chanson là, avec la PCU? C'est ça, mais j'essaie de faire le calcul, mais tu sais, fais le calcul super rapidement, là, mais tu sais, 600 personnes fois 2000 $, par mois, fois 12 mois, c'est beaucoup d'argent. Mais là, il y en aurait 20 qui auraient déjà perdu leur emploi, là, qui ont été carrément congédiés. Comment ils expliquent ça? C'est des gens là, qui, à l'ARC, gagnaient bien leur vie. Là. Je pense que c'est des bons salaires. Là, en fait, c'est vraiment surprenant, surtout par le nombre. Tu sais, s'il y avait eu 54 personnes, mais là, 600 personnes, mais je pense qu'il ne faut pas se le cacher. D'obtenir la PCU était quelque chose qui était extrêmement simple. Là. Tu sais, moi, j'avais été étonné. J'avais été étonné de voir le peu de documentation que ça nécessitait là, quand les gens dans mon entourage tu sais, m'en parlaient. Sauf que là, 600 fonctionnaires, ça laisse très, très mauvaise presse pour le gouvernement fédéral. Chose certaine, moi, je pense qu'il va falloir appliquer, et je ne suis pas juriste et non plus juge, par contre, il va falloir appliquer des peines très sévères à ces gens-là. C'est au même titre que si un policier faisait quelque chose, la peine est nécessairement plus sévère. Qui tire parti de son métier. Là. C'est pas le policier qui irait, je sais pas quoi, là, faire un petit méfait, c'est qu'il tirerait parti de son statut comme policier. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est comme, je sais pas, un policier qui fraude, un policier qui est pris dans une histoire d'agression sexuelle. C'est assez particulier. Il n'y a pas un code d'éthique à l'Agence du revenu du Canada? Non, mais il y a un code d'éthique. Mais sauf que là, encore une fois, je demeure extrêmement étonné du nombre de plaignants. Tu sais, pas de plaignants, là, mais de personnes sous enquête. 600 personnes, c'est beaucoup de monde. Tu dis qu'il y en a qui ont déjà perdu leur emploi. Oui, puis selon l'agence QMI. Sous enquête. Sous enquête, effectivement. Alors, ça va être à suivre de voir si on va être capable de récupérer. Vous le ferez le calcul, là. Les gens qui nous écoutent, faites le calcul, mais tu sais, c'est 600 fois 600 fois 2000 $ par mois, fois 12 mois. Je l'ai fait tantôt. C'est astronomique. Et Phil, donc, ces gens-là pourraient peut-être redonner l'argent puis être OK, non? En fait, je sais pas, mais il y a peut-être un programme de déclaration volontaire, mais honnêtement, c'est pas juste d'être sous enquête. J'espère que les dossiers vont être transmis à la police pour que ces gens-là soient accusés de fraude. Là. C'est une fraude de 5 000 $. C'est quelque chose qui est punissible par la loi criminelle. Là. Bon, sinon, un petit peu plus loin de nous, Phil, mais quand même au niveau canadien, je voulais quand même parler un petit peu de cette grève-là à Vancouver, donc au port de Vancouver. C'est le port le plus important du Canada. Les activités sont arrêtées depuis samedi, là, donc ça fait quelques jours. Et puis là, il y a un conflit là, qui va probablement perturber toute la chaîne de valeur canadienne. On s'imagine bien, Philippe, que tout ce qui n'est pas des trucs à très, très haute valeur ajoutée, beaucoup de voitures, beaucoup de matériaux, d'intrants, beaucoup de nourriture en vrac, etc., rentrent de l'Asie par le port de Vancouver pour ensuite être mis sur des trains, sur des camions, etc. On parle quand même de 7000 personnes là, qui sont en grève. Juste pour ceux et celles qui nous écoutent. À Montréal, il y avait eu une grève des débardeurs en 2001, puis une autre en 2022. En 2021, excuse-moi, en 2022, on parlait de 1000 ou 1500 personnes là, qui avaient été en grève. Donc là, c'est comme 5 fois plus de gens. Donc, ça te donne une ampleur là, du nombre Imagine les usines manufacturières, encore une fois, là, qui attendent c'est ça, denrées, exactement. Je sais moi-même, Philippe, là, pour certaines marques de voitures qui sont fabriquées en Asie puis ensuite importées au Canada ça se fait via le port de Vancouver. Donc là, forcément, des gens, on parle beaucoup des gens qui attendent longtemps des voitures actuellement. Ben, ça va rajouter un délai additionnel pour la réception de ces biens-là. Puis donc, encore une fois, la conséquence possible de tout
tout ça, c'est que ça pourrait aussi engendrer de l'inflation, Philippe, parce que si on n'a pas les intrants, bien, les gens vont être prêts à payer de plus en plus cher pour une quantité limitée de biens ou d'intrants, puis ça va faire en sorte éventuellement que les prix à la consommation vont aussi augmenter. Dommage pour la chaîne logistique qui a déjà eu beaucoup de difficultés dans les dernières années avec la pandémie. Ben, ça rajoute un petit peu de bordel à ça. Puis souvent, non seulement quand la grève termine, ben, il y a ce qui a été pas reçu pendant ce temps-là, mais ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de rattraper le backlog, là, si tu me donnes le mot en bon français. Donc, écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. J'ose espérer que ça va pas durer un mois, là, comme ça avait été le cas lors d'une des premières grèves à Montréal. On voulait parler, Phil, on a beaucoup parlé, en fait, ces dernières semaines là, des nouveaux programmes de fidélité dans les épiceries, notamment celui de Métro Super C Jean Coutu, là, l'espèce de monopole alimentaire. Même Costco. Mais particulièrement, là, celui-là. Et donc, on a avec nous au téléphone Julien McEvoy, qui est journaliste économique au Journal de Montréal. Julien, es-tu avec nous? Oui, bonjour les gars. McEvoy, excuse-moi Julien, je francise ton nom. Tu as écrit un très bon article dans le Journal de Montréal qui parle là, d'une nouvelle dimension de ces programmes de fidélité-là qui est jugée discriminatoire par certains. Peux-tu nous expliquer brièvement de quoi il est question? Oui, c'est la deuxième fois qu'on fait un papier sur certains rabais que les gens trouvent discriminatoires à l'épicerie. La première fois, c'était des rabais qu'on offre exclusivement à ceux qui sont membres du programme de fidélité maison, donc chez IGA, Sainte-Plus, chez Métro, moi, ou chez Lobla, Provigo, Maxi, le programme Optimum. Donc, c'est des programmes qu'on voit qui offrent 50 sous ou une pièce de rabais pour un casseau de fraises si t'es membre. Là, cette fois-ci, c'est autre chose. C'est les rabais qu'on donne sur les applications seulement. Donc, par exemple, chez Métro, il y a la gratuité du vendredi qu'il faut présenter son téléphone intelligent à la caisse pour avoir droit à un cossin gratuit, on va dire. Puis, c'est quel genre de cossin, là? Excuse-moi, je suis pas un grand ça peut expert. Être une boîte de biscuits comme un paquet de brochettes là, en bois pour justement faire les brochettes. Là, de pic en bois pour faire les brochettes. Ça peut être à peu près n'importe quoi qu'on trouve à l'épicerie. Là. Ils choisissent un produit puis ils te l'offrent gratuitement le vendredi. Là. Julien, est-ce que tu penses qu'ils font ça pour forcer un peu les gens à adhérer au programme? En plus d'être discriminatoire, c'est vraiment agressif comme modèle, là, parce que tu comprends que si pour avoir la boîte de biscuits, il te faut que tu ailles l'app puis tu montes quelque chose sur ton téléphone, tu vas télécharger, tu vas te créer un compte. Exact. Ben, c'est évidemment, tout fait partie de cette stratégie-là pour augmenter le nombre de membres. Évidemment, Métro vient de le relancer, mais il y avait déjà 1,2 million de membres au Québec. Le plus généreux, on va dire, ça a toujours été Optimum qui, selon la firme R3 Marketing qui regarde ça, justement, les programmes de fidélité, là, c'est de loin le plus généreux. Optimum, depuis au moins 10 ans, se classe premier au Canada. C'est-à-dire qu'il redonne plus d'argent ou plus de gratuité, etc. Optimum a toujours été le leader du marché là, dans ces programmes-là, mais c'est devenu une folie. Comme vous voyez, chaque fois que vous allez à l'épicerie, que ce soit IGA ou Métro, ils ont lancé leur programme dans les derniers mois, puis... on n'a pas pu le manquer. On est arrivé chez IGA, puis il y avait en effet. Une armée de 12 jeunes employés. Pas mal dans tous ces commerces-là, hein, Métro et Jean Coutu, etc. Là, moi, c'est quand même aussi, mettons, légèrement envahissant comme campagne de pub. Ouais, exactement. Ceci dit, j'apprenais dans ton article, Julien, que 20% des Québécois n'ont pas de téléphone intelligent. Ce chiffre-là m'a un peu surpris. Ça te surprend, toi? Pas tant que ça, non. D'abord, il y a toujours une question de moyens financiers. C'est pas tout le monde qui est capable de se payer un bill à 100$ par mois. Mais aussi, les personnes âgées. Puis, tu sais, c'est un sondage aussi, il faut le dire. Là. Net Tendance font 4-5 enquêtes par année sur différents aspects de la vie numérique. Là. Cette fois-ci, celui que j'ai cité, là, c'était celui de janvier dernier sur l'utilisation des téléphones intelligents. Mais, je veux dire, c'est le même nombre de personnes qui ont un ordinateur à la maison. Donc, une personne sur 5 soit pas d'ordinateur ou soit pas de téléphone intelligent. Puis il faut pas se le cacher, là, avec le vieillissement de la population au Québec, on est reconnu pour avoir une population plus vieille qu'à l'extérieur du Canada. Je serais étonné de voir, tu sais, je prends juste mon père d'exemple, mais mon père sortira pas son téléphone à l'épicerie d'aucune façon. Là, il saura même pas comment télécharger. Même parmi les 80% qui ont un téléphone intelligent, j'imagine ton père c'est le cas, il n'y a pas nécessairement il peut prendre ses courriels,
il peut m'envoyer un message texte, mais de prendre une télécharger photo. l'application, de se sur un connecter, compte. Non. Alors, imagine, sachant que la population est encore plus vieillissante, sachant que la rente qu'on donne à ces gens-là pas trop est augmentée d'année en année, ils ont besoin de ces rabais-là, ces gens-là, souvent. Absolument. Julien McEvoy, journaliste économique au Journal de Montréal, merci d'avoir été avec nous ce matin. On se reparle bientôt, j'espère. Ça me fait plaisir, messieurs. Bonne journée. Parfait. Philippe, une facture imprévue de 1,3 milliard de dollars pour Québec. C'est beaucoup d'argent quand même. C'est quand même beaucoup d'argent. En fait, c'est quand on regarde un peu comment que le budget est fait, OK, tu sais, on paye des intérêts sur la dette. Sur la dette, OK? Ouais. Puis bon, il y a des années où ça va bien, il y a des années où ça va moins bien. Tu sais, je vais donner un exemple. L'année dernière, le déficit a été de 772 millions, ce qui est considéré comme une bonne année. OK? Mais quand on regarde en ce moment, on s'enligne, OK, pour avoir un déficit extraordinaire. Là. On parle d'un déficit pas loin de plusieurs milliards de dollars. Alors, veut pas, ben ça vient ajouter à la dette. Alors, c'est une facture qui n'était pas prévue. Pour vous donner un exemple, je pense que les profits de la SAC sont de l'ordre d'1 milliard. Ouais, ça se peut. C'est ça. 1,4 milliard. Donc, imaginez, on a bouffé tout ce que la SAC fait dans une année en intérêt additionnel. Oui, tout à fait. Alors, imaginez, à un moment donné, il va falloir s'attaquer à ça. C'est jamais populaire de s'attaquer à la dette. Pourquoi? Mais parce que pour la seule façon de s'attaquer à la dette, il y a deux façons. On réduit les dépenses de l'État ou on augmente la part des revenus, ce qui veut dire les taxes. Alors, il va falloir vraiment s'attaquer à ça parce que ça n'a aucune idée en ce moment. Mais c'est sûr que le gouvernement du Québec est en train de mettre de l'argent dans plusieurs programmes, ce qui fait en sorte que, dans l'éducation, en santé, on met aussi beaucoup d'argent, ce qui fait en sorte que la dette est en train d'augmenter. Mais toi, comme économiste, as-tu des solutions à ça? Non, ben tu sais, ça me frappe quand même, Philippe, qu'on dise que ce soit une surprise dans la mesure où, on pouvait, je pense, quand même un peu anticiper que l'augmentation des taux d'intérêt allait avoir un impact tôt ou tard sur le service de la dette du gouvernement du Québec. Juste à titre de rappel, le budget total du Québec, dans une année, c'est à peu près 120 milliards de dollars. Puis là-dessus, on paye 10-11 milliards juste d'intérêt sur nos vieilles dettes. Fait que c'est à peu près 10 là, de tout ce que le Québec y dépense, c'est juste pour payer de l'ancienne dette. C'est pas nécessairement négatif tant que ça, Phil. C'est juste que dans une situation où on passe comme on le voit actuellement, là, d'un taux d'intérêt presque zéro à un taux à presque 5 ben oui, les ménages souffrent évidemment, mais aussi l'État souffre aussi. Puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben tôt ou tard, soit comme tu dis, tu réduis les dépenses, soit tu augmentes les revenus, mais il va falloir payer ces intérêts-là. Puis même idéalement, il faudrait diminuer la dette. T'sais. Fait que non seulement il faut payer des intérêts qui augmentent, mais idéalement, de l'autre côté, il faudrait diminuer la vieille dette là, pour diminuer ces paiements d'hypothèque-là. Et donc ça va être difficile. La stratégie qu'adoptent la plupart des premiers ministres ou présidents, c'est en fait d'attendre deux choses. La première chose, c'est d'attendre de ne plus être là. Fait que là, c'est pelleter ça dans le cours du prochain. La deuxième possibilité, Philippe, c'est d'attendre que le PIB grandisse. C'est-à-dire que si tu as plus de production nationale, le PIB, là, c'est l'ensemble de ce qu'on crée comme valeur dans un pays ou une province comme le Québec, ben si ta tarte est de plus en plus grande, ben le 10 milliards de paiements d'intérêt, ben il devient proportionnellement de plus en plus petit par rapport aux chiffres d'en haut. Et donc, éventuellement, ça fait proportionnellement que ça coûte moins cher, mais c'est une game là, qu'il faut que tu attendes 5, 10, 15 ans pour vraiment que ça ait un impact majeur. Puis généralement, les États, ils continuent à faire des déficits année après année, fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à régler ce problème-là simplement. Mais si tu regardes en ce moment, là, si on regarde les faits saillants de 2023, ça sort du rapport des opérations financières préliminaires du gouvernement au 31 mars. On a des revenus, c'est préliminaire, mais on aurait des revenus au Québec de 144 milliards. Okay. Puis on a dépensé 146 milliards. Bon. Puis on a réussi à verser quand même 3,1 milliards dans le fonds des générations. Mais malgré ça... Ce qui est moins que ce que c'était à l'époque. Oui, c'est ça. Mais tout ça fait en sorte que
Moi, j'en parle souvent, là, mais je ne suis pas économiste, là, mais mathématiquement, à quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu ne peux pas continuer à pelleter en avant de façon perpétuelle. C'est pas un modèle. Si une entreprise faisait ça, là, on ferait faillite. À un moment donné, tu frappes le mur, la roue arrête de tourner. Là. Il y a quelque chose qui va arriver un jour qu'on ne trouvera pas drôle si on continue. Sauf que encore une fois, je l'ai dit, c'est pas populaire. C'est pas populaire de te faire élire comme gouvernement, de dire « Hey, je vais prendre le taureau par les cornes puis je vais faire des coupures. » Il y a des gouvernements dans le passé qui l'ont fait puis ça a été pas très bien perçu par ces gouvernements-là. Ils n'ont pas resté longtemps. Paul Martin, à l'époque, avait essayé de faire une job de bras. Tout le chrétien avant lui, mais puis honnêtement, ça leur a coûté notamment ça, puis le scandale des commandites, ça leur a coûté leur gouvernement, mais ça reste que c'est une période, puis je veux pas faire l'apologie d'aucun parti politique, mais c'est une période où les finances du Canada, ont été très, très saines. Puis c'est là-dessus notamment que ride les gouvernements successifs là, de M. Harper puis de M. Trudeau depuis ce temps-là, c'est-à-dire de dépenser la période un petit peu de sagesse budgétaire qu'on a vécue à cette époque-là. Philippe, c'est une revue d'actualité riche. Continue de penser que plein de belles nouvelles vont venir à nous cet été.